Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo top 10 des meilleurs films de l'année 2017. Je répète que tout le top est subjectif et tous les avis sur le film sont subjectifs. Donc du coup ne me critiquez pas dans les commentaires parce que j'ai pas mis votre film préféré ou parce que j'ai mis un film qui pour vous est une merde. Parce que ça va certainement y arriver dans le top ou dans le flop parce que j'ai aimé des films que vous aimez pas ou j'ai détesté des films que vous aimez bien. Ça va arriver, c'est sûr, c'est certain. J'ai des avis différents, on n'est pas tous pareils. Donc voilà. Ne m'insultez pas si j'ai mis des films que vous aimez pas dans ce top. Ensuite, je vais notifier que les mentions honorables apparaîtront entre le deuxième et le premier du top afin de ne pas être spoilé sur la probable présence de certains films dans le top, la non-présence de certains films dans le top. Commençons directement avec le numéro 10. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie. C'est pour ça que j'ai fait tout le speech au début. Je pense que la majorité de mes abonnés n'ont pas aimé ce film, ce que je ne comprends pas parce que Guy Ritchie a pondu un film épique. C'est le genre de divertissement d'auteur qu'on souhaite voir le plus dans nos salles et que quand ça vient vous les critiquez et je ne comprends pas. C'est le genre de film qui souffre de la même façon que Batman vs Superman est sorti au cinéma. Ça veut dire qu'on réclamait tous un film de super-héros sérieux, un film de super-héros épique et assez auteur, et beaucoup ont eu ce qu'il fallait mais n'ont pas apprécié. Et ici c'est pareil, on réclame un conte du roi Arthur différent, un conte du roi Arthur divertissant et un peu plus auteur que tous les longs métrages sur des légendes ont pu faire auparavant et qu'on n'a pas eu, comme le Robin des Bois de Ridley Scott par exemple. Et là vous critiquez le film. Pourquoi ? Bon, le film, je vais vous raconter vite fait le speech, c'est juste que Arthur va tenter de retirer Excalibur. En le retirant, il va voir que c'est lui l'élu et donc du coup il va devoir se venger de son oncle qui a tué ses parents, qui a assassiné ses parents et tout ça. Du coup c'est juste une histoire de vengeance, mais tout ça dans une fresque épique, assez mystique, parce qu'il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de pouvoir, parce que notamment avec Excalibur, mais aussi avec des elfes et toutes sorcières, et l'oncle qui a des pouvoirs de feu et tout ça. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est bien! C'est pas non plus un grand film, mais c'est un film qui, quand on le regarde au cinéma avec les basses, avec les musiques, avec les scènes d'action qu'on a, on ne peut que être diverti et je ne vois pas pourquoi vous l'appréciez pas. Dans son scénario, il n'y a pas beaucoup de faiblesses. Je pense que c'est plus le style de Guy Ritchie qui beaucoup n'aiment pas son style dans ce genre de film et préfèrent son style dans des films comme Snatch ou Arnaque et Crime et Botanique, ce qui se comprend parfaitement. Guy Ritchie ici dans son film arrive à mêler scènes d'action épiques avec son style habituel de narration, un style habituel de narration que je ne comprends pas et je ne sais pas comment il écrit parce que c'est un entramage de plans coupés et de plans superposés qui est assez difficile à écrire, et en écrivant des scénarios on ne peut pas faire comme lui, donc du coup il doit avoir une certaine astuce, mais c'est hyper compliqué à écrire. Comme j'ai dit, la musique elle résonne, les sièges tremblaient durant ma séance, notamment avec la première scène avec les grands éléphants, mais là c'est même plus des éléphants, c'est des immeubles le truc, et notamment 2-3 apparitions de plans séquences durant des scènes d'action qui font penser un peu à l'Ombre du Mordor et toutes les références jeux vidéo ludiques qui utilisent des systèmes de combo. Voilà, c'est à la fois une œuvre pour les geeks mais une autre fois une œuvre pour les cinéphiles. C'est quelque chose de pesant et qui s'est tapé un gros bide de cinéma et un gros bide critique, je ne comprends pas parce que c'était vraiment ouf. Ça se voit que j'ai pas vu le film depuis longtemps parce que je n'arrive pas trop à en parler précisément. Je m'en excuse, mais c'est pour moi une vraie perle de cette année. Numéro 9. Au revoir là-haut de Albert Dupontel. La seule chose que je me suis dit en sortant de la salle, c'était merci d'avoir pondu un film avec des mouvements de caméra. Parce que maintenant les films français c'est soit des comédies de merde, soit des films dramatiques avec la caméra sur un trépied et qui filment une scène mais sans aucune vision de son film auparavant. C'est genre on pose la caméra, on filme la scène et hop basta, ça part au montage. Et là en regardant les making of, en regardant le film, on se rend compte que Albert Dupontel a calculé ses plans à l'avance et que tout est fait pas par pur hasard mais par pure symbolique. Albert Dupontel déjà c'est un cinéaste français qui a révolutionné le cinéma avec son premier film Bernie. Je parle du cinéma français. Avec tout ce décalage et toute cette mise en scène qui lui appartenait déjà depuis le début et qui a réussi après à retranscrire dans 9 mois ferme, le vilain. Enfin bref, tous des trucs assez cartoonesques mais qui passent vraiment bien dans des comédies françaises qui sont un peu décalées, un peu absurdes, et c'est vraiment ce qu'on voulait. Ici dans Au revoir là-haut c'est pas du tout de la comédie, il y a quelques scènes
quelques passages drôles, mais c'est vraiment un récit de guerre, un récit dramatique. Au revoir là-haut, c'est l'histoire de deux rescapés de guerre, un qui est un comptable et un qui est dessinateur, et à eux deux, ils vont créer une arnaque autour des monuments aux morts, qui va s'avérer un peu dangereuse et spectaculaire à la fois. Bref, c'est tout un récit comme ça, avec un méchant joué par Laurent Lafitte, qui vraiment impose, même s'il n'y a pas trop la tête du méchant, et ça c'est ce que j'ai pu remarquer. Moi j'ai trouvé qu'il passait bien, mais beaucoup ont remarqué qu'il n'y avait pas trop la tête de méchant, ce qui peut se comprendre parce que Laurent Lafitte c'est pas du tout quelqu'un qui a l'habitude de jouer un rôle de vraiment méchant, il a l'habitude de jouer un rôle de gros connard mais pas de gros méchant, donc c'est compréhensible. Mais le film est en soi porté par déjà ces deux acteurs, donc c'est Albert Dupontel qui est réalisateur et Nahuel Pérez Biscayar qui cette année transcende l'écran, mais on en aura l'occasion d'en reparler pendant ce top. Mais les deux acteurs déjà portent le film au même stade que la réalisation, c'est-à-dire qu'ils sont aussi excellents que la réalisation, et c'est ce qui rend Au revoir là-haut fort. C'est le film qu'on attendait presque tous, cinéphiles de cette année, pour le cinéma français, et c'est le film qu'on a eu. C'est-à-dire un film qui prend son temps pour raconter son histoire, un film qui réfléchit à comment raconter son histoire, un film qui fait du bien, et c'est ce qu'on voulait. Sans compter dans l'analyse, on a des gros plans séquences, on a des gros plans, on a des longs plans, on a des plans réfléchis, on a des plans qui passent par toutes les fenêtres, c'est un bordel en matière de découpage qui a réussi à tout rassembler sans aucune faille. En plus de ça, il y a tout un travail de décor. Toute la scène d'introduction se déroule pendant la guerre, et là il y a carrément une scène de tranchée sur le No Man's Land qui fait vraiment penser à Tu ne tueras point, et on voit ses aspirations, et vraiment Tu ne tueras point c'est loin d'être la pire inspiration du monde parce que c'est un des meilleurs films de guerre qui a été fait. Il y a une vraie ambition pour Albert Dupontel de redonner de l'espoir pour le cinéma français. Il fait partie des réalisateurs qui, dès qu'on voit son nom sur l'affiche ou sur la bande-annonce, nous donne envie d'aller voir le film parce que c'est quelqu'un qui est ambitieux dans son travail. Et Au revoir là-haut est très ambitieux pour le cinéma français actuel. Et ça fait du bien. Numéro 8. Grave de Julia Ducournau. Il fallait qu'il soit dans ce top. C'est vraiment l'un des films français qui va marquer l'histoire. Parce que Grave de Julia Ducournau est non seulement l'un des seuls films de genre français à avoir pété le box-office, et un des seuls films de genre français à avoir reçu un tel accueil positif dès sa sortie, et donc du coup c'est pour ça que Grave va rentrer dans l'histoire des films français. Parce que Grave est non seulement un film d'horreur dramatique excellent, mais aussi un film qui sort de la norme. Bon, Grave, ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui part en école de médecine et qui est végétarienne et qui va s'en sentir un peu propulsée dans le monde du cannibalisme, pour être assez flou. Bon, Grave, ce qui est sûr, c'est que c'est déconseillé à toute personne qui a peur de la vue du sang. Parce que le film est dur, le film est gore, le film n'a pas peur de nous montrer des choses horribles. Ça c'est sûr, ça se montre dès la première scène, où si je dis le mot doigt, vous allez parfaitement comprendre. Quand j'étais voir Grave en salle, 30 personnes sont sorties de la salle au bout de 30 minutes. C'est un film qui n'est pas destiné à tout le monde. Mais c'est un film qui est destiné à ceux qui aiment le cinéma. Si vous aimez voir un film d'horreur, si vous aimez voir un film, tout simplement si vous aimez voir des films, vous devez voir Grave. Parce que Grave, c'est important pour le cinéma français. Grave, c'est le genre de film que vous devez acheter en DVD, Blu-ray ou en VOD, mais ne pas télécharger. Parce que Grave, c'est vraiment le genre de film qu'on voudrait le voir le plus dans l'année et dans le futur du cinéma français, parce que c'est vraiment le genre de film qui change et qui nous retire le plus de comédie française. C'est un film qui est excellent dans sa mise en scène, mais qui est excellent aussi dans son casting, mais qui est excellent aussi dans son scénario. C'est une petite perle du cinéma français qui nous a popé comme ça dans l'année alors que personne l'attendait. Moi j'attendais vachement parce que la bande-annonce était vraiment très très bien construite et la bande-annonce donnait vachement envie, mais j'avais vraiment peur qu'on ait un film sans saveur, mais un film qui est juste là pour dire ah tiens je fais du gore, c'est cool, il y a du gore. Mais non, il y a tout un message derrière sur les écoles de médecine, il y a tout un message derrière sur la quête de l'adolescence. C'est bon, c'est good, et c'est un film français où il y a un personnage gay dedans. Et on le prend pas pour un con, on le dénigre pas. C'est un beau message, c'est une totale explosion. Pour moi Grave est une explosion, on le regarde et ça fait boum dans notre tête en mode je veux plus de films comme ça. Dans sa réalisation aussi, le film est vachement bien, les gens, on voit les aspirations pour du Dario Argento par exemple, mais on voit aussi des petites touches de mise en scène qui font grave plaisir, comme le plan séquence dans une sorte de boîte de nuit où il y a dû avoir 300 figurants à gérer, et c'est pas un plan séquence truqué, c'est genre vraiment 300 figurants qui dansent autour d'elle. C'est chaud quand même à gérer, je sais pas comment ils ont fait, mais le plan séquence a vraiment de la gueule. Il y a une musique qui reste vachement en tête à la fin du film, et c'est une musique qui vraiment prend aux tripes, comme on l'a vu en salle, mais aussi devant sa télé, parce que si vous avez un home cinéma,
ça doit bien péter. C'est une bonne BO et vraiment c'est une BO qui touche au film avec une sorte de orgue. Ça passe vraiment bien. Et après voilà, les acteurs sont tous excellents, il n'y a rien d'autre à dire. Même les maquillages FX sont vachement bons, les effets spéciaux aussi. Peut-être pas pour la fin, le dernier plan de fin, les effets spéciaux est pas non plus terrible. Mais dans la majorité du film, les effets spéciaux ont vraiment de la gueule. C'est vraiment un excellent film. Grave, je vous le conseille si vous l'avez toujours pas vu. Numéro 7. Baby Driver de Edgar Wright. Edgar Wright, c'est un cinéaste que j'adore. C'est toute la trilogie Cornetto, j'adorais. Scott Pilgrim, j'adorais. Le mec pose ses couilles à chaque fois qu'il fait un film. Et Baby Driver est pour moi son meilleur film. C'est un blockbuster américain qui envoie de la pâtée partout et qui va niquer tous les autres blockbusters américains qui sont sortis la même semaine, le même mois ou la même année. C'est ouf. C'est l'histoire de Baby qui est chauffeur pour des braqueurs. Et dès qu'il va rencontrer la femme de ses rêves, il va vouloir arrêter tout ça, sauf que son patron va lui dire « Va te faire foutre, tu travailles pour moi, t'as pas à te barrer ». Là où Baby Driver arrive à charmer le public, c'est dans sa réalisation. C'est une réalisation qui est rythmée au rythme de la musique et c'est clairement dit dans le film. La musique est toujours diégétique et jamais extra-diégétique, ce qui donne un charme particulier au film. Ça veut dire que dès que la musique va arriver, toutes les scènes vont être en raccord et tous les plans vont être en raccord et ça va être énorme. Notamment quand la musique dès qu'il arrive, on a toute une synchro avec les armes quand il tire et tout ça et c'est un travail monstre à faire au tournage, j'imagine même pas la merde que ça a dû être. Après on a tout un casting qui est excellent, que ce soit Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, John Hamm, Jamie Foxx ou Eiza Gonzalez, tous transpercent l'écran. Eiza Gonzalez par exemple c'est un de ses premiers rôles au cinéma et là elle transperce l'écran, c'est ouf. On a des travails sur les transitions, notamment un vinyle qui passe sur une machine à laver. Enfin, on a tout un travail de mise en scène et de photographie qui est magnifique. Et un travail de montage qui, comme pour tous les films de Edgar Wright, dépote. J'ai rien d'autre à dire. Pour tous cinéphiles qui aimeraient être monteurs à l'avenir, Edgar Wright sera toujours une inspiration parce que le mec arrive à te foutre des montages qui te sortent, mais 56 plans d'un coup, sauf que tu comprends tout. C'est ouf. Il y a un travail sur les raccords de mouvement qui est hyper bon. En un raccord de mouvement, Edgar Wright peut te faire passer 10 ans comme un jour, comme une heure, comme 3 jours. C'est chaque raccord de mouvement est intelligemment fait pour perturber l'esprit du spectateur comme pour raccorder toutes les scènes. Donc voilà, Baby Driver est 7ème de mon top. Allez voir ce film. Numéro 6. The Villainous de Young Bae-young-gil. Donc c'est un film coréen. Je pense que c'est un film qui est totalement inconnu pour vous, mais c'est l'histoire d'une tueuse à gages qui vient de Chine, mais qui va migrer vers la Corée du Sud pour un peu changer de vie. Sauf qu'elle va rencontrer deux personnes pas très gentilles qui vont un peu lui gâcher la vie et donc du coup elle va devoir se remettre au boulot pour les éliminer. En gros. Donc une histoire pas très originale, mais c'est vraiment pas l'histoire qui m'a vraiment charmé pendant ce film. Quand ton film s'ouvre en caméra subjective un peu à la Hardcore Henry, où t'as un plan séquence de 5 à 10 minutes en vue subjective dans des couloirs où la meuf défonce une quarantaine de gars en plan séquence, et quand elle arrive dans une autre pièce, elle se regarde dans le miroir, que la caméra part de la caméra subjective pour sortir du cadre et pour qu'on la voit dans le cadre, pour passer dans une caméra de dos, pour ensuite rentrer dans une caméra qui filme l'événement. Bref, c'est un bordel. Tout ça en plan séquence. Déjà, c'est l'ouverture de film la plus orgasmique que j'ai pu voir. C'était magnifique. T'as des plans magnifiques pendant ce film, mais c'est un truc de taré. T'as un plan où quelqu'un tombe et où la personne veut le rattraper, sauf que la personne qui tombe est au ralenti et la personne qui veut le rattraper est en vitesse réelle. Ce qui donne un plan magnifique, qui a de la fumée qui tombe, enfin bref, c'est ouf. On a une bataille sur 3 motos avec des katanas, et où les gens ils se battent au katana sur la moto, et tout ça dans plan long, c'est magnifique aussi. Et on a toute une scène de baston en plan séquence dans un bus. Bref, niveau réalisation, je m'en suis pris plein la gueule, c'était 2h30 de pur plaisir. Certes, le scénario est assez mal construit à certains moments, il y a des événements qui se passent, on se demande pourquoi, et il y a des traitements de personnages qui sont pas très aboutis. D'accord, certes, mais niveau réalisation, je pense que
c'est un des films les plus parfaits que j'ai vu. Je suis un fanatique des plans séquences, ceux qui me connaissent pas, voilà, enchanté, je m'appelle Luan, je suis fanatique des plans séquences et je regarde que ça dans les films. Et ceux qui me connaissent le savent déjà. Et là, je pense que c'est les meilleurs plans séquences que j'ai pu voir dans les films. Et je pense que rien que l'ouverture va me rester en tête toute ma vie parce que c'était une vraie claque. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur The Villainess, regardez-le, la réalisation est parfaite. Faites pas trop attention au scénario, même si c'est très important pour un film. Ici, je pense que c'est vraiment un film démonstration, ça veut dire que le mec il pose dans le game et il se dit tiens je vais foutre ça et je vais faire tout ce que j'ai envie et c'est ce que je veux voir, c'est genre un mec qui pose ses couilles, qui fait j'ai envie de faire ça, taisez-vous et je m'en fous de votre scénario, voilà. Donc The Villainess, regardez-le, c'est très bien, c'est génial. On va passer au numéro 5. Logan de James Mangold. Vous pensez qu'elle allait être plus haut dans le top, hein? Eh ben non. Mais Logan est un des meilleurs films de super-héros qui est sorti depuis l'histoire du cinéma. Logan, c'est le Dark Knight de X-Men, c'est le Incassable de la 20th Century Fox. Je pense que je vais pas beaucoup parler de Logan parce que vous avez vu beaucoup de vidéos qui parlent de ce film. Mais Logan, que ce soit en matière de scénario, que ce soit de matière de mise en scène et que ce soit en matière de talent d'acteur de Patrick Stewart, de Hugh Jackman ou de Daphne Keane, c'est une perle. Toute l'aspect réalisation déjà, dramatique à la Incassable, ça passe vraiment bien, c'est vraiment touchant et à la fin on chiale comme une grosse merde. La violence des coups de Logan fait vraiment plaisir que dans un film X-Men et dans un film avec Wolverine tout simplement. Daphne Keane transperce l'écran, mais elle est pour moi c'est une future grande actrice parce que c'est ouf qu'à 12 ans on puisse faire tout ça. C'est une œuvre cinématographique qui touche à la nostalgie, ça veut dire que moi je suis fan de X-Men depuis le premier film, j'ai vu le premier film quand c'est sorti presque. C'est sorti en 2000, j'ai dû le voir quand j'avais 3 ans. Donc c'est presque à sa sortie. X-Men c'est pour moi la saga de mon enfance, c'est pour moi la saga de super-héros, une de mes sagas de super-héros préférées, je pense que ça passe même avant Avengers, j'adore X-Men. Et voir un film Logan fait de cette façon, ça fait tellement plaisir comme ça fait mal. C'est magnifique. Vraiment, merci James Mangold d'avoir pondu ce film. Et merci à 20th Century Fox d'avoir laissé les pleins pouvoirs à James Mangold. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai le poster de Logan qui est juste au-dessus de moi parce que j'adore ce film. Et c'est une pure merveille. Ce film est une pure merveille et je vous recommande, si vous l'avez toujours pas vu, de voir Logan de James Mangold. Voilà, numéro 4. Jessie de Mike Flanagan. Alors Jessie, c'est une œuvre que personne n'a dû voir parce que c'est une œuvre de Netflix déjà et c'est une adaptation du même bouquin donc de Gerald's Game ou Jessie de Stephen King. C'est un peu l'histoire d'une meuf qui se fait séquestrer par son mec lors d'un jeu de SM sexuel. Donc, du coup elle se fait menotter sur son lit, sauf que son mec va mourir d'une crise cardiaque et donc du coup elle va rester attachée et elle va pas savoir comment se délivrer et donc du coup son mental va influer sur elle et elle va devenir un peu folle par rapport à son esprit qui lui joue un peu des tours pour revenir sur son passé avec son père ou pour revenir justement à son passé avec son mec. Voilà, c'est un peu l'histoire de Jessie. J'ai essayé d'être un peu flou parce que si je révèle un seul point de l'intrigue ça peut vous spoiler la fin, donc du coup vaut mieux pas. Mike Flanagan c'est un mec que j'apprécie totalement, j'adore son style de réalisation, j'adore ses films. Et Jessie est pour moi le film qui résume le plus sa filmographie, c'est un des meilleurs films de sa filmographie tout simplement. Jessie c'est une sorte de huis clos dans une chambre et ça passe vraiment bien. C'est genre on a quoi, 2-3 acteurs dans la chambre, ouais non, on a 2 acteurs dans la chambre et le rythme est vraiment très bien tenu. L'ambiance horrifique est pas très présente à part à la fin. Ça fait pas peur, c'est vraiment le contexte qui est horrifique et c'est vraiment toute la fin qui est une des fins les plus répugnantes que j'ai pu voir. J'ai eu vraiment l'envie de vomir en regardant la fin. Mais c'est pas un mal, c'était vraiment volontaire de la part de Mike Flanagan de donner un envie de nausée. Et c'est très bien que Netflix accepte ce genre de projet ambitieux, ce genre de projet un peu dégueulasse sur sa plateforme de streaming. Le scénario en soi est très bien construit, il y a des scènes assez malsaines, notamment avec le père. On a tout un attachement vers les personnages qui est assez bien travaillé. Et on a tout un travail sur les sons d'ambiance et la musique qui
qui est vraiment très intelligent et très symbolique aussi pour le genre de film. Mais pareil, là je peux pas parler parce que sinon vous allez comprendre la fin. On a des travail sur le cadre aussi, selon les différents coins du lit qui sont filmés. On a toute une question de point de vue des esprits. Et avec l'intonation aussi des jeux d'acteurs. C'est pour ça qu'il faut ce film là il faut le regarder en VO parce que en VF ça passe vraiment pas du tout. Mais l'intonation des acteurs selon comment ils vont dire leurs phrases compte beaucoup aussi sur la révélation finale. On a tout un travail de mise en scène derrière Jesse qui est vraiment très très bon, et tout un travail de scénario qui arrive à mêler flashback, hallucination et temps réel de manière très efficace. Donc pour moi Jesse est un des meilleurs films de l'année et il est 4ème de stop, ce qui n'est pas rien. Donc allez voir Jesse. C'est sur Netflix, c'est gratos. Allez-y, numéro 3. Wind River de Taylor Sheridan. Wind River, c'est un film avec Elizabeth Olsen et Jeremy Renner. C'est toute une enquête policière au fin fond du désert neigeux de Wind River. Un désert où il n'y a pas beaucoup de flics, un désert où des Indiens vivent et où la communauté indienne féminine, donc justement, qui a beaucoup de problèmes parce que les gens, comme il n'y a pas beaucoup de flics, préfèrent profiter d'eux que respecter la loi tout simplement. C'est toute une histoire vraie sur un crime qui a été fait dans ce désert. Taylor Sheridan, c'est celui qui a pondu le scénario de Comancheria et de Sicario. Et là il termine sa trilogie un peu des enquêtes policières et des films policiers avec un film qu'il a réalisé lui-même et un film qui prend aux tripes. C'est énorme parce que j'ai mis ce film dans le stop pour sa gestion de la tension. La gestion de la tension dans ce film est magnifique, que ce soit par les ambiances sonores, par la musique ou par les choix de cadres qui sont vraiment très réfléchis, et toute cette tension on l'aurait pas eu aussi sans l'attachement qu'on a pour les personnages. La vraie volonté de Taylor Sheridan, c'est de prendre des acteurs qu'on a vus dans des divertissements pour le grand public, et notamment Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. On les a vus tous les deux dans Avengers, un film qui a pété le box-office et que tout le monde connaît. C'est vraiment la volonté du réalisateur de prendre ces deux acteurs que tout le monde connaît et de les mettre dans un genre de film qu'ils ne sont pas du tout habitués à faire. On a déjà un attachement pour ces acteurs parce qu'on les connaît, ils sont gentils dans Avengers et tout ça. Et en plus on a un attachement pour ce personnage car les deux personnages ont un vécu. Jeremy Renner a perdu sa fille et Elizabeth Olsen a tout un problème concernant le FBI. Ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est qu'on a un petit caméo de John Bernthal avec une scène qui fout bien le malaise, hein. Une des scènes, j'ai pas le droit de spoiler, mais une des scènes qui... Wow, elle fait mal. Et toute la fin du film donne envie de chialer parce que le film te fait comprendre que le monde c'est de la merde, mais qu'il y a quand même espoir. C'est un traitement d'un sujet difficile, mais géré d'une main de maître parce que Wind River n'a aucun défaut pour moi. Wind River passe vraiment bien. C'est le genre de message que Mother veut faire passer, donc Mother, le film de Darren Aronofsky, mais que Wind River traite beaucoup mieux. C'est genre le monde c'est de la merde, mais ici il y a quand même un espoir, alors que dans Mother c'est le monde c'est de la merde, point, c'est tout. Ça peut passer, hein, il y a des gens qui l'ont apprécié. J'ai préféré la vision de Wind River, c'est genre le monde c'est de la merde, mais il y a quand même un espoir. Donc voilà, pour moi Wind River c'est une vraie claque. Wind River c'est un film qu'il faut voir, c'est un film qui prend au trip, c'est un film qui change les idées, et un film qui fait réfléchir. Numéro 2. La planète des singes, suprématie de Matt Reeves. Mon dieu, ce film, je vais pas en parler plus que ça parce que j'ai le poster là, c'est pas pour rien, mais c'est un des meilleurs blockbusters américains qui est sorti dans cette décennie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est le meilleur de la trilogie, c'est une œuvre émotionnellement forte, c'est une œuvre forte aussi dans son message, c'est une œuvre forte dans ses effets spéciaux, c'est dans ses acteurs. Andy Serkis, il lui fout un Oscar. Voilà, j'ai rien à dire, c'est fou à quel point Matt Reeves a réussi à faire de La planète des singes une trilogie magnifique, même si le premier n'est pas de lui, hein. Mais il a réussi à embellir cette trilogie dans un papier cadeau sans aucun défaut. C'est une trilogie qui fait du bien. Mon dieu, je ne peux pas développer plus. La planète des singes m'a fait chialer, j'ai pleuré pendant au moins une bonne heure après Suprématie. Vraiment c'est magnifique. Pour moi, Suprématie est une œuvre sans défaut. On va passer aux mentions honorables. Alors en mention honorable, j'aurais pu parler de It Comes at Night, un film d'horreur un peu
expérimental et assez contemplatif qui est sorti dans l'année. C'est une œuvre forte et une œuvre assez réaliste. Ça passe bien. C'est un peu dans une société dystopique, c'est un peu dans le futur. Cause at Night en plus ça fait vraiment flipper. Et tous les acteurs sont excellents, comme la réalisation avec des plans très marquants sur le chien et sur la nature. Tout ce qui est horrifique n'est pas forcé, et tout ce qui est horrifique est assez justifié par le contexte. Donc It Cold as Night, je recommande. J'aurais pu mettre aussi Coco, le dernier Pixar, qui émotionnellement est fort. Je l'ai pas mis parce que le début m'a un peu énervé. Je trouve toute la présentation de sa famille assez forcée, en mode ils sont méchants, ils sont pas bien. J'aurais pas préféré prendre cette vision là, mais toute la suite du film est cohérente avec ce propos. C'est juste que ça m'a dérangé, donc du coup j'ai préféré pas le mettre dans le top, mais il aurait très bien pu être dans la 10ème place. Ensuite Bushwick, un long métrage Netflix avec Dave Bautista. Celui-là je voulais le mettre aussi parce que comme je l'ai dit précédemment, je suis un fanatique des plans séquences, et quand j'ai vu ce film avec des plans séquences de 20 minutes sur des scènes d'action, j'ai fait waouh. Après le film en soi n'est pas terrible, niveau scénario c'est vraiment bas de gamme, mais toute l'ambition de la réalisation m'a donné envie de le mettre dans ce top pour le glorifier. Je l'ai pas mis parce que je trouvais ça un peu forcé, mais il est dans les mentions honorables, donc du coup regardez Bushwick, c'est vraiment sympa. Et ensuite j'aurais pu très bien mettre Marie, le dernier film de Mark Webb, le réalisateur des Amazing Spider-Man et de 500 jours ensemble, qui est une œuvre touchante sur une sorte de romance entre un père et sa fille. C'est un film qui fait du bien, c'est un film qui fait chialer et qui redonne un peu l'espoir en l'humanité. Passons maintenant directement au numéro 1 avec mon film préféré de l'année. 120 battements par minute de Robin Campillo. Clairement, ce film est directement rentré dans mon top 10 films préférés de toute ma vie. J'ai été le voir 5 fois au cinéma, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une œuvre qui fait du bien, c'est une œuvre qui passe tout seul, c'est beau. Après c'est tout un message sur le sida et sur l'importance d'utiliser des moyens de contraception quand on le fait au lit, que ce soit chez les hétéros comme chez les homos. C'est une œuvre qui donne envie d'avoir des amis, c'est une œuvre qui donne envie de s'engager dans des associations, c'est une œuvre qui donne envie de faire du bien à ceux qu'on aime et faire du bien aux gens. C'est beau comme message, c'est magnifique, et le film est magnifique. Le film est en soi un petit tire-larme, mais un tire-larme qui fonctionne à merveille, c'est magnifique. L'utilisation de la musique, une musique assez pop électro des années 90, qui est excellente, je veux la BO, je vais me l'acheter, j'écoute déjà la BO sur mon CD gravé dans ma voiture tout le temps. C'est une œuvre parfaite, c'est un film français parfait, qui aurait dû aller aux Oscars, mais qui mérite son grand prix au Festival de Cannes, mais à 100 000%. Nahuel Pérez Biscayar, j'ai dit qu'on allait en reparler, mais c'est un excellent acteur qui mérite de percer parce que dans son rôle de Sean dans 120 battements par minute, transperce l'écran du début à la fin du film, comme dans son rôle dans Au revoir là-haut, il transperce l'écran. C'est fou à quel point ce film donne envie aux gens de faire plaisir aux autres. Toute la métaphore de la poussière dans les scènes de boîte de nuit, mon dieu, mais c'est beau, c'est osé, c'est beau, ça donne des séquences assez oniriques qui font vachement plaisir. Voilà, 120 battements par minute, c'est mon gros coup de cœur de l'année. J'arrive pas à justifier pourquoi j'aime ce film, mais pour moi c'est un film beau, c'est un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. C'est beau. C'est beau. Voilà. J'ai fini de parler de mes tops, je suis désolé si j'ai pas trop argumenté, mais bon, parler de pourquoi on a aimé un film, c'est toujours plus compliqué de parler de pourquoi on n'aime pas un film. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous pour la vidéo des flops, qui risque de faire beaucoup de bruit, parce que j'ai mis beaucoup de films que les gens ont appréciés cette année, mais que j'ai trouvé chiant à mourir et que j'ai trouvé nul à chier, donc je suis désolé. Sur ce, à la prochaine pour notre vidéo. Ciao tout le monde, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une bonne année, parce que je vais sortir ça le 31, donc bonne année à tous. Faites attention à vous, ciao tout le monde, peace.